France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2. C'est votre grand forum jusque 18h. Ravi de vous retrouver pour ce jeudi. Nous sommes le 5 avril. En édition spéciale ce LGF. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un pays qui se veut discret et qui agit pourtant sur la scène internationale et dans plusieurs conflits. Nous le verrons d'ailleurs au cours de cette émission. Elle joue un rôle majeur, notamment en Afrique. Nous en reparlerons longuement tout à l'heure. Ainsi, cette émission est consacrée à la Chine avec aujourd'hui, avec moi pour m'accompagner, Monsieur Damien Charles. Comment ça va, Damien? Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes les auditrices et aux auditeurs. Et donc nous allons articuler l'émission de la manière suivante. Dans quelques minutes, donc nous allons parler avec toi d'ailleurs, Damien, sur la présence chinoise en Syrie, un indicateur des mutations de ce pays sur la scène internationale. Il nous fera un petit aperçu de ce qui se passe. Et puis nous parlerons aussi de la construction d'un modèle diplomatique alternatif à partir de 2008. Deuxième thème, la Chine, une puissance africaine. Et nous terminerons tout à l'heure comment la France gère ses relations internationales avec la Chine. Nous en parlerons avec notamment notre invitée ici présente, Hélène Masquelier. Bonjour Hélène. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous avez un beau CV, vous êtes journaliste et vous avez pour particularité d'avoir vécu 3 ans et demi en Chine. Vous avez travaillé notamment pour Chine Internationale, la radio Chine Internationale, collaboré avec France Culture, Radio France, Dorian Le Jour, et vous devriez normalement rejoindre bientôt l'AFP où vous repartirez d'ailleurs en mission à Pékin. Ai-je bien résumé le CV? Oui, absolument. Voilà, bon, c'est vrai. En tout cas, j'espère bien. Et nous recevrons également Damien tout à l'heure, Monsieur Xavier Oregan, qui est docteur en géographie, géopolitique, et depuis 2007, il analyse les relations justement entre la Chine et l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest francophone. Nous en reviendrons également. Là, il a un beau CV, Xavier Oregan, qui sera notre invité à 17h tout à l'heure. Nous allons consacrer d'ailleurs ce deuxième thème consacré à l'Afrique, la Chine en Afrique, avec lui tout à l'heure. Et puis vous nous ferez part aussi d'une interview, Damien, avec le sinologue Thierry Perrault, oui, qui est le directeur de recherche au Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine, CNRS notamment. Il a accordé une interview. Voilà, il ne pouvait pas être présent, mais il a répondu à vos questions par écrit. La question du jour, aujourd'hui, je vous la pose tout de suite et à laquelle, évidemment, vous pouvez répondre sur les différents réseaux sociaux, le Facebook, notamment France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Eh bien, la Chine peut-elle apporter davantage à l'Afrique que la France, selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Soyez donc les bienvenus sur France Maghreb 2. C'est parti pour cette édition spéciale. On va parler de ce pays qui s'appelle la Chine jusqu'à 18h. Vous allez voir que c'est passionnant. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum avec Damien Charles pour m'accompagner aujourd'hui et accompagner pour parler évidemment de la Chine, puisque nous consacrons une édition spéciale de Hélène Masquelier, qui est, je le rappelle, journaliste et elle a pour particularité d'avoir vécu en Chine pendant plus de 3 ans et demi et elle a travaillé pour Radio Chine Internationale, collaboré avec France Culture, Radio France, Dorian Le Jour, et devrait donc bientôt rejoindre l'AFP où elle devrait donc pour l'occasion retourner à Pékin. Alors, mon cher Damien, évidemment, on parle souvent de la Syrie, évidemment, dans cette émission, mais j'ai envie de te poser la question et peut-être faire un petit focus sur la présence de la Chine en Syrie, un indicateur des mutations de ce pays sur la scène internationale. Damien Charles. Oui, exactement. Alors en fait, on aime beaucoup parler de la Syrie ici sur France Maghreb 2, mais c'est vrai qu'on a peu parlé de la présence chinoise en Syrie. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vais essayer d'être concis, mais il faut comprendre déjà que dès le début du conflit, en fait en 2011, la Chine avait déjà pris des positions. Et le régime chinois a toujours décidé de soutenir le régime de Bachar el-Assad. D'abord, sa présence s'est vue à travers son action diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU, avec un soutien indéfectible au choix qui était pris par la Russie sur la question du conflit syrien. Et petit à petit, elle est entrée dans le concert des nations pour tenter de participer à la résolution du conflit. Et il y avait 3 principes majeurs pour le régime chinois par rapport à ce conflit syrien. C'était d'abord 1, empêcher l'issue militaire et tenter de trouver une issue politique. 2, toujours faire en sorte de respecter la volonté du peuple syrien. Et 3,
faire toujours de l'ONU le négociateur principal, l'intermédiaire pour trouver un processus de paix. Alors comment ils ont fait ? D'abord, ils sont intervenus en 2014 et en 2015 en faisant venir à Pékin les principaux interlocuteurs dans le conflit. D'abord le Conseil national syrien, donc qui représentait les rebelles, Ahmed Jarba, qui est venu donc en 2014, et en 2015 le ministre syrien des Affaires étrangères, à son tour, va venir à Pékin. Et là, un tournant est pris, on est en décembre 2015, donc je ne sais pas si tu te souviens, Christophe, on est 2 mois après l'intervention militaire russe. Oui. Et là, prise de position très importante, les Chinois annoncent qu'ils vont apporter plusieurs millions de dollars d'aide humanitaire au régime syrien. Donc il y a une vraie prise de position. Et de fin 2015 jusqu'à 2017, petit à petit, la Chine va commencer à apporter son expertise, son savoir-faire. Donc ça va être sur le plan de la santé, sur le plan de l'aide matérielle, jusqu'en 2017, où là, clairement, elle va assumer officiellement son soutien au régime syrien en envoyant 2 contingents militaires, les forces spéciales chinoises. Et ces forces spéciales chinoises, elles sont très importantes. Ce sont les tigres de Sibérie et les tigres de la nuit qui sont parmi les fleurons en fait des combattants d'armée régulière qu'on peut trouver dans le monde. Et donc ces combattants aujourd'hui sont implantés en Syrie. Ils assurent la sécurité de certaines voies de communication. Et ce choix en fait qui a été pris par la Chine pour la Syrie, c'est parce qu'il n'y a qu'une chose aujourd'hui qui intéresse la Chine en Syrie, c'est la reconstruction du pays. Et donc aujourd'hui, la Chine tente de se placer de la meilleure des manières en apportant toute l'aide qu'elle peut. Donc elle a apporté, je crois que c'était le mois dernier, l'équivalent de $30 000 d'aide humanitaire pour les habitants de la Ghouta orientale, ce qui correspondait à peu près à 4 tonnes d'aide en nourriture, en soins, mais également des fours à pain, par exemple, pour relancer l'économie locale. Qu'est-ce qui va porter sur cette reconstruction ? Quels sont les enjeux ? Aujourd'hui, la Chine a réussi à gagner plusieurs parts de marché importants. La Syrie a accepté de signer plusieurs méga-contrats. Oh là là, décidément, c'est difficile aujourd'hui. Je m'excuse auprès des auditrices et des auditeurs. Plusieurs méga-contrats. Et d'abord, la plus grande réussite pour la Chine, c'est qu'elle a réussi à obtenir le monopole sur la reconstruction du réseau routier et autoroutier. Donc ça, c'est un très gros chantier. Il faut savoir que, je ne sais pas si tu te souviens, Christophe, des champs d'hydrocarbures ont été libérés à l'est du pays, à côté de Deir ez-Zor. Oui. Et ben, en ce moment même, on a des techniciens qui sont en train de relancer les centrales. Donc, ils ont déjà commencé à se placer économiquement. Et le dernier projet qui était en cours, il faut savoir qu'on a une foire d'investissement sur la Syrie qui a eu lieu il y a 6 mois à Pékin. Et cette foire d'investissement sur la Syrie, l'objectif c'était de recruter des sociétés chinoises, environ 150, pour installer un parc industriel dans la Syrie post-conflit. Incroyable. Alors moi j'avais 2 questions à poser par rapport à ça à Hélène, sur lesquelles j'avais besoin un peu de précision. L'idée c'est que moi j'apportais quelques informations sur le micro et que Hélène nous apporte davantage d'informations sur le macro. Moi, la première chose qui m'a beaucoup intéressé... Non, pas le Macron, le macro. Ah non, le macro. Macron, ce sera en fin d'émission. Et alors, sur le macro, ce qui est très intéressant, c'est que donc cet immense projet d'investissement chinois dans la reconstruction syrienne s'intègre dans un projet plus global qu'on appelle la nouvelle route de la soie. Alors moi, j'en avais jamais entendu parler, et donc j'aimerais demander à Hélène, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors la nouvelle route de la soie, c'est un peu le grand projet phare de Xi Jinping, qu'il a lancé dès 2012 ou qu'il a pensé dès 2012 et qui est en train d'être mis en place petit à petit. Donc en chinois, ça s'appelle Yidai Yilu, ça veut dire une ceinture et une route. Donc ça peut être un peu abscon pour les gens qui ne parlent pas chinois. Mais en gros, le but de la Chine, c'est de construire une voie terrestre qui traverserait la Russie, l'Asie centrale, le Pakistan et ce jusqu'à l'Europe orientale. Donc ça, c'est pour reconstruire un petit peu les anciennes routes de la soie. Et d'autre part, ils veulent recréer une route maritime qui parcourrait les océans, traversant un petit peu toutes les côtes des pays émergents, en passant par l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, jusqu'à l'Afrique et même l'Amérique du Sud. Donc le but de la Chine, c'est ainsi de recréer un large réseau routier qui permettrait donc de faciliter les relations commerciales et donc de favoriser le développement de ces pays émergents. Enfin, c'est un petit peu ce que la Chine revendique.
Mais en fait, ce que veut la Chine, c'est un petit peu recréer ce mythe de la Chine impériale, qui serait garante de l'harmonie et de la stabilité régionale, et ce, par opposition, en fait, à l'usage de la force par les puissances européennes, donc en créant cette relation commerciale qui permettrait d'apaiser les tensions. Et donc, la présence de la Chine en Syrie, c'est aussi dans cette optique-là, c'est que la Chine ne veut pas de conflit, de tensions ethniques, parce que ça empêcherait la mise à bien de ce projet. Et donc, dans ce processus de reconstruction, la participation de la Chine à cette reconstruction en Syrie permettra donc d'empêcher la déstabilisation régionale et permettra à la Chine de placer un petit peu ses pions pour pouvoir mener à bien ce projet. D'accord, merci. Et alors une autre question que je me posais en préparant l'émission, c'est évidemment, on fait rapidement donc des parallèles entre l'intervention russe en Syrie, son implication, et en même temps l'intervention chinoise. Et on sait que parmi les principales motivations donc des Russes en Syrie, il y avait la lutte contre les extrémistes radicaux, donc qui venaient de Tchétchénie, du Daghestan, de l'Ingouchie, etc. Pour rejoindre les rangs des groupes djihadistes takfiris. Et donc, quand on pense à la Syrie, le premier sujet qui nous vient à l'idée, c'est les Ouïghours. Oui, absolument. Alors les Ouïghours... Ah oui, très intéressant là. Attention, et les Ouïghours, c'est un peu la bête noire des Chinois. C'est clair. C'est un petit peu leurs terroristes locaux. C'est la grande peur des Chinois, c'est la déstabilisation. On va peut-être expliquer ce que sont les Ouïghours pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs. Alors les Ouïghours, en fait, c'est une des ethnies de Chine qui habitent principalement au Xinjiang, donc au nord-ouest de la Chine, qui est une grande région qui fait bien 1/5 de la taille du pays, donc c'est absolument énorme. Et ils vivent dans cette région 8 millions de Ouïghours qui sont donc des Chinois, mais turcophones, donc avec des origines qui viennent des ancêtres turcs. Et donc c'est une population musulmane. De confession musulmane. De confession musulmane, absolument. Et ils habitent, cette population représente 45% des habitants de la région. Il y a quand même plus de la moitié qui sont des Chinois d'ethnie Han, donc l'ethnie majoritaire, donc ils sont quand même en minorité dans cette région. Et cette population donc des Ouïghours est soumise à la répression des Han depuis plusieurs années. Et la Chine n'a qu'une seule crainte, en fait, ce sont les revendications indépendantistes de cette population qui ne s'allie pas vraiment, qui ne se reconnaît pas vraiment dans la Chine. Et donc il y a eu plusieurs attaques dont on ne sait pas exactement qui a été acteur, dont par exemple le 1er mars 2014 où 29 Chinois ont été attaqués à l'arme blanche à Kunming dans le Yunnan, donc au sud-ouest de la Chine. Et pour les Chinois, il s'agit d'une attaque terroriste perpétuée par les Ouïghours. Ouais. Et donc le but des Chinois aujourd'hui, c'est vraiment de lutter contre cette menace terroriste, qu'elle appelle menace terroriste, à l'intérieur et également à l'extérieur. Est-ce qu'elle a raison de s'en méfier ? Alors, est-ce qu'elle a raison ? Oui, il y a une rébellion ouïghour. Il y avait des revendications indépendantistes pendant de nombreuses années de cette population. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup calmé, notamment à cause de la répression chinoise. Néanmoins... Qui est sévère quand même, faut le dire. Qui est très sévère. Ouais. C'est-à-dire que ça passe de l'interdiction du port de la barbe par les Chinois pour la population musulmane ouïghour. Ensuite, il y a aussi une surveillance accrue. Il y a une présence militaire extrême dans cette région, dans cette province chinoise. Ensuite, il y a aussi une espèce de découragement du port du voile. C'est vraiment, la Chine s'attaque à tous les signes religieux qui pourraient s'apparenter à la confession musulmane. Ouais. Les Ouïghours, donc vous avez dit 8 millions, c'est énorme. 8 millions. 8 millions en Chine qui sont concentrés dans une région en particulier et qui sont effectivement subissent la répression féroce quand même, il faut le dire, des autorités chinoises. Et vous avez expliqué pourquoi. Est-ce qu'il y a peut-être une petite amélioration depuis quelques années, ou est-ce la répression perdure, voire s'amplifie? On en est où par rapport à ça? Alors il y a une accalmie parce que il y a moins de revendications indépendantistes, mais grâce à l'efficacité de la répression des Chinois. C'est à cause de la revendication ou c'est peut-être une focalisation sur une religion particulière? Alors non, c'est pas du tout religieux, c'est plus ethnique. En ce qui concerne la Chine, c'est qu'il n'y a pas vraiment de discrimination religieuse. Pour la Chine, cela ne porte pas une grande importance, c'est vraiment le côté ethnique et la revendication indépendantiste. Et cette population ouïghour, est-ce qu'elle est soutenue par
je sais pas, par un pays dit musulman, ou est-ce elle reçoit de l'aide, du soutien, ou elle est complètement isolée finalement? Alors elle est plus ou moins isolée. Il y a eu quelques soutiens, notamment de la part de l'Arabie Saoudite ou parfois de la Turquie. Mais ce sont des liens qui ne sont pas très clairs. On a notamment comme beaucoup avec l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est ça. C'est jamais très clair. Obscur. Et la Chine a également, a expliqué qu'il y avait des liens entre certains groupes rebelles de la population ouïghour avec le groupuscule d'Al-Qaïda. Donc il y a des liens comme ça qui sont plutôt, qui ne sont pas établis, mais il y a des indications qui portent à croire qu'il peut y avoir des liens. Bon. Alors mon cher Damien, avant d'attaquer notre... J'avais juste justement une dernière question pour revenir sur le conflit syrien, parce que maintenant qu'on a expliqué les Ouïghours, on doit comprendre donc qu'il y a une petite partie de militants devenus combattants ouïghours qui sont partis faire le djihad en Syrie. Très bien. Et donc, alors moi je souhaitais juste en parler avec de mémoire personnelle, une anecdote que j'avais découverte sur Twitter. C'était des combattants ouïghours à Idlib qui combattaient aux côtés d'Al-Qaïda et qui faisaient des selfies dans Idlib. Ah oui. Et si tu veux, on les reconnaissait, on savait que c'était des Ouïghours. Et donc c'est un grand mystère pour beaucoup de gens qui s'intéressent à la Syrie. Combien sont-ils? Que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils ont plutôt rejoint Daesh, Al-Qaïda, etc. Est-ce qu'il y a des infos là-dessus, Hélène? Des chiffres peut-être aussi de combien de Ouïghours seraient partis? Est-ce qu'ils ont pu partir avec facilité? Alors, il y aurait environ... Il y a beaucoup de questions, là. 5000 Ouïghours, selon les dires officiels chinois, qui seraient présents soit en Turquie, soit en Syrie. On ne sait pas exactement où est-ce qu'ils se trouvent. Et environ 3000 Ouïghours qui auraient rejoint l'État islamique. Il y en a quand même 2000 qui se sont perdus là. Voilà, donc on en a perdu 2000 entre-temps, on ne sait pas exactement où ils sont, mais c'est vrai qu'on a entendu même des messages chantés dans les médias de Daesh, chantés en mandarin, donc des messages adressés à la Chine, donc on ne sait pas exactement d'où ça venait, qui étaient ces combattants. Et c'est vrai que donc cette présence ouïghour en Syrie et en Turquie, on ne sait pas exactement ce qui est vrai, ce qui est faux, et ce qui est un petit peu mis en avant par les officiels chinois. Elle s'en inquiète de ces Ouïghours partis en Syrie, 5000 donc visiblement, peut-être en Syrie d'ailleurs et peut-être un peu aussi en Irak éventuellement. Est-ce que comment ça se passe pour les retours justement? On sait que la France a cette problématique, on sait que beaucoup de pays concernés ont cette problématique. La Chine, comment gère-t-elle ces retours, si tant est qu'il y en ait d'ailleurs? Alors justement pour la Chine, il s'agit d'aller directement sur place pour prévenir ce retour. C'est justement ce qui explique la présence militaire maintenant en Syrie et en Turquie. C'est le but de la Chine, c'est faire des mesures préventives avant le retour de ces personnes-là. J'en profite simplement pour ajouter que officiellement on a 2 contingents de forces spéciales, mais que beaucoup d'informations rapportées par des gens sur place, mais qui n'ont pas eu de preuves photographiques, racontent qu'il y aurait eu des combattants de l'armée chinoise en Syrie depuis 2014. Pas confirmé. Pas confirmé, surtout pas de preuves par image. Alors vous voyez, c'est France Maghreb 2, c'est une édition spéciale consacrée à la Chine et vous trouverez pas franchement beaucoup de radios, Hélène, où l'on parle pendant 2 heures de la Chine en explorant en fond et en large justement le sujet et on ne s'interdit rien. D'ailleurs, j'ai pas envie que t'aies de problème. Visiblement, t'as encore la parole libre. Avant de retourner à Pékin, ça devrait aller. Avant de repartir, c'est bon. Bon, parce qu'il faut dire quand même que la liberté d'expression, c'est pas au top quand même. Alors ça dépend, oui, disons que sur les réseaux sociaux c'est un peu compliqué. Ah oui. En privé, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen, en privé, oui. D'accord. La question du jour, je vous la pose, mesdames, messieurs, et vous y répondez bien sûr sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel, elle est la suivante. La Chine peut-elle apporter davantage à l'Afrique que la France, selon vous? Je te la pose, Hélène, cette question. Avant que nous y revenions dans un instant et en détail. Je sais. La Chine peut apporter d'autres choses à l'Afrique et surtout elle peut lui apporter un choix. Ouais. On va en parler un peu plus tard. Mais oui, c'est vrai que du coup, l'Afrique a vraiment un modèle alternatif qu'elle peut choisir de copier, avec duquel elle peut s'inspirer. Après, est-ce que l'Afrique agit différemment que les anciennes puissances coloniales? Ça, c'est une autre question. Damien, peut-être ton avis là-dessus? Est-ce que la Chine peut apporter davantage que la France en Afrique? On tentera d'y répondre d'ailleurs avec notre deuxième invité dans quelques instants. Je pense qu'elle l'a déjà fait.
Ouais. Et Ouais. pour l'instant, vous êtes en grosse majorité à dire effectivement oui sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel pour continuer évidemment de voter et de nous donner votre avis parce qu'il nous intéresse plus que jamais dans cette émission. Alors on va entamer notre premier thème. Nous avons 5 minutes pour en parler et poser les fameuses 3 questions, mon cher ami Damien, à savoir la construction d'un modèle diplomatique alternatif à partir de 2008. C'est là notre premier thème, Damien. Bah, la première question est simple, Hélène. Pourquoi 2008 ? Alors pourquoi 2008 2008, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2008, Oui. notamment la crise économique. Hein, La fameuse. La fameuse, la grande. Celle qui a un peu laissé les grands pays occidentaux, enfin les puissances occidentales, un petit peu mal en point. Ce qui a donné un petit peu une place à récupérer par la Chine sur la scène internationale. Et d'autre part, en 2008, il y a également eu l'élection de Barack Obama, qui s'est donc un petit peu retiré de la scène internationale, notamment avec le retrait des troupes en Afghanistan. Et donc la Chine avait un petit peu le champ libre pour se dire c'est le moment de s'installer sur la scène internationale, surtout qu'elle en avait désormais les moyens. Grâce à ces années de croissance à 2 chiffres, la Chine était enfin prête à assumer un nouveau rôle en fait sur la scène internationale. Quelle est la place finalement de la Chine dans les BRICS ? Alors on rappelle aux auditrices et auditeurs, donc les BRICS ce sont Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, donc l'Afrique du Sud. C'est un Super accent. Ouais, non, j'ai complètement raté mon S, mais c'est pas grave. Je m'entraînerai pour la prochaine fois. Donc les BRICS, c'est cette forme de conglomérat qui a été initiée au milieu des années 2000, où ce qu'on appelle géopolitiquement donc les pays émergents ou surnageants ont décidé de s'associer pour construire des relations privilégiées qui, en fait, étaient, on peut le dire, Hélène, se faisaient en fait contre les États-Unis. Alors oui, la Chine a un petit peu utilisé les BRICS pour construire un front uni anti-occidental. Enfin, du moins une alternative qui s'opposerait au modèle occidental. Et la Chine s'est petit à petit, ou même assez rapidement, imposée comme le leader des BRICS, même si c'est censé être des partenariats un petit peu égalitaires. Il faut dire que la Chine a une place et a voix au chapitre, ce que n'ont pas les autres pays émergents pour le moment. Alors la Chine est un peu donc le leader de ce groupe de pays et propose ainsi, à travers les BRICS qui étaient à la base un modèle, un partenariat commercial, et la Chine essaye d'en faire une force politique également et géopolitique avec un poids qui pourrait avoir, que pourraient désormais avoir les BRICS sur le jeu international. Très bien. Ce changement, cette mutation à partir de 2008, comment s'est-elle traduite dans les faits ? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a une politique de voisinage par rapport à la Chine qui est très spécifique, parce qu'on rappelle aux auditrices et auditeurs que donc la Chine a une frontière avec l'Inde, mais également une frontière avec la Russie, donc je pense qu'elle doit avoir des relations un peu spécifiques, notamment dans le cadre des BRICS. Mais là, à partir de 2008, l'impression que j'ai eue, c'est que la Chine tentait de construire des partenariats en fait sur tous les continents. Exactement, c'est que la Chine s'est dit, la Chine a commencé à déployer une stratégie globale, géopolitique, sur la scène internationale. Donc ça peut être en Amérique latine, en Afrique, en Asie centrale et avec ses pays voisins. Le but de la Chine, c'était soit de créer, d'imposer sa présence et des partenariats dans les pays avec lesquels elle n'en avait pas auparavant, et de changer sa relation avec les pays avec lesquels elle en avait, notamment avec les pays voisins qui sont plus sous l'influence américaine, et donc elle a essayé de récupérer son influence locale à l'encontre de la présence américaine et de l'influence américaine, notamment en Inde, en Thaïlande et dans tous les pays d'Asie du Sud. Bon, on sait très bien que la Chine et la Russie sont aujourd'hui des alliés objectifs. La Russie et la Chine, mariage de cœur ou mariage de raison ? Alors, un peu des deux. J'ai envie de répondre oui, la Chine et la Russie se rejoignent sur un modèle politique, même s'il est très différent. La Chine voit en la Russie un petit peu son frère jumeau, c'est-à-dire que voilà, c'est le pays qui a réussi à rester à l'écart de l'influence des pays occidentaux, qui a maintenu son modèle
vent debout, un petit peu contre les pays, les grands pays de l'Ouest. Et donc la Russie est un petit peu l'allié indéfectible de la Chine. D'accord, très bien. Et alors je me posais également une question. La dernière. Par rapport à ce changement, cette transition dans l'organisation de la Chine sur la scène internationale, je repense beaucoup à ce qu'ont dit successivement les présidents américains et notamment ce que disait George Bush Jr. avec donc son parterre de conseillers néoconservateurs. Il disait aujourd'hui la vraie menace des États-Unis, c'est la Chine. Est-ce qu'ils avaient raison ? Alors, une menace, c'est un grand mot. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus ignorer la Chine. C'est-à-dire que pour les États-Unis, oui, c'est une menace dans le sens où la Chine menace son impérialisme. Parce que la Chine propose un autre modèle et entend prendre de plus en plus de place. Donc, oui, la Chine va menacer la place des États-Unis dans le monde. Mais il vaut mieux qu'on parle de concurrence alors ? Plus une concurrence. Après, la menace, ça dépend de si les États-Unis ont peur de cette concurrence. Je pense que c'est plus ça qu'il y a dans ce mot menace. Alors, elle est avec nous, vous l'avez entendu, Hélène Masquelier, donc journaliste. Elle a vécu en Chine et elle va y retourner d'ailleurs pour le compte de l'AFP bientôt. Dans un instant, on va s'attaquer à un nouveau chapitre, j'allais dire, la Chine en Afrique. Pour en parler, nous recevons Damien, Hélène, Xavier Oregan, qui est docteur en géographie et géopolitique. Depuis 2007, il analyse les relations entre la Chine justement et l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest francophone. On en reparle avec lui, ne bougez pas, dans cette édition spéciale consacrée à la Chine jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous, c'est le Grand Forum avec Damien Charles et donc notre invité sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans cette édition spéciale consacrée à la Chine avec Damien Charles et notre invité qui est Hélène Masquelier, journaliste. Alors Hélène, juste pour revenir sur un des propos qui aurait pu peut-être choquer, heurter, sur le fait que vous ayez dit tout à l'heure que les Ouïghours étaient un petit peu les terroristes, leurs terroristes pour les Chinois. Évidemment, vous parliez du point de vue chinois. Évidemment, oui. Non, mais il fallait préciser parce que c'est toujours utile de le faire. Oui, il faut pas prendre mes propos dans ce sens-là. C'est que c'est les Chinois qui dit que les Ouïghours sont une population qui potentiellement présenterait des possibilités de formation de groupuscules terroristes. Ce n'est pas du tout mon avis à moi. Oui. Et voilà. Après, d'autre part, la population ouïghour, elle est victime de cette stigmatisation chinoise et de cette répression. Et de cette répression, bien sûr, il faut le dire. Nous entamons à présent maintenant notre deuxième thème. Et pour nous en parler, évidemment, Damien Charles, donc aujourd'hui, une interview donc de Monsieur Xavier Oregan que nous avons interrogé pour être tout à fait transparent avec les auditeurs tout à l'heure, une interview enregistrée que nous vous proposons d'écouter maintenant. Et maintenant, Damien, dans cette émission Le Grand Forum, nous recevons Monsieur Xavier Oregan. Monsieur Xavier Oregan, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors on va tenter de vous présenter parce qu'il y a quand même un parcours assez intéressant. Vous êtes docteur en géographie et géopolitique depuis 2007. Vous analysez les relations entre la Chine et l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest francophone. Ces dernières années, vous avez multiplié les collaborations scientifiques, les enquêtes de terrain et les partenariats dans cette région du continent. Vous êtes notamment chercheur affilié à l'Institut française de géopolitique, l'IFG, basé à l'Université Paris 8, et chercheur associé également au Conseil québécois d'études géopolitiques CRAC de l'Université Laval au Québec. Nous avons également relevé en particulier votre participation régulière à des émissions de RFI et Radio Méditerranée international qui est donc basé au Maroc. Votre principal objet d'expertise concerne les présences chinoises en Côte d'Ivoire, sur laquelle vous avez d'ailleurs mené des enquêtes de terrain et publié également une thèse. Alors Damien, pour la première question à notre invité Xavier Oregan ce soir. On souhaitait d'abord commencer par vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous pouviez rapidement revenir donc sur votre parcours académique et expliquer aux auditeurs et auditrices pourquoi vous avez choisi donc de vous spécialiser en particulier sur la Chine et l'Afrique subsaharienne, et donc votre objet d'étude principal qui était la Côte d'Ivoire? Alors, en fait, à Rennes 2, donc où j'ai réalisé ma licence de géographie,
J'ai eu la chance de suivre des cours portant sur l'Afrique et sur l'Asie, notamment ceux de Jean-François Huchet, un sinologue très connu. Et j'étais déjà intéressé par les relations entre la France et l'Afrique, et donc ce lien entre Asie et Afrique m'a sauté aux yeux. La Chine étant déjà à l'époque, en 2003-2006, était déjà une puissance qui montait, donc j'ai fait ce lien assez rapidement, et je me suis intéressé dès mon entrée en master recherche à l'Institut français de géopolitique à ces relations entre la Chine et l'Afrique. Xavier Oregon, notre invité sur France Maghreb 2, la première question qui nous est venue à l'esprit en préparant cette interview a été la suivante: y a-t-il des pays d'Afrique subsaharienne dans lesquels la Chine et ses investisseurs ont fait le choix de ne pas s'implanter? Si oui, pourquoi? Alors, ce n'est pas un choix à proprement parler. Ce serait plutôt lié au simple fait que deux pays africains, le Burkina Faso et le Swaziland, reconnaissent encore Taïwan et non pas Pékin. Il n'empêche, le Swaziland comme le Burkina Faso ont des relations commerciales avec la Chine populaire, avec Pékin, puisque tous deux importent et exportent avec la Chine. Et donc ces flux commerciaux entre le Burkina Faso et le Swaziland et la Chine sont d'ailleurs plus importants que ceux avec Taïwan. Donc en résumé, on peut dire que business oui, mais diplomatie non pour la Chine. Encore que le Burkina Faso est de facto amené à reconnaître Pékin à plus ou moins long terme. Donc Pékin, l'unique représentant de la Chine. À l'inverse, est-ce que la Chine a des favoris en Afrique subsaharienne, avec lesquels elle entretient des relations privilégiées? Alors, historiquement, donc on a 52 pays africains qui reconnaissent Pékin, et donc certains d'entre eux ont effectivement, d'un point de vue historique, des relations plus développées avec Pékin, avec le régime chinois, notamment l'Algérie, l'Égypte, le Soudan du Nord aujourd'hui, ou l'Éthiopie par exemple. Donc là, on avait des pays et des leaders politiques qu'on va qualifier de progressistes, anti-impérialistes, parfois anti-capitalistes, et qui furent donc associés au bloc de l'Est ou aux pays non alignés. Donc aujourd'hui, ce sont principalement plutôt des pays exportateurs de matières premières ou des marchés qui intéressent les autorités chinoises ou les entreprises chinoises. Quelques exemples, Djibouti, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, l'Angola pour le pétrole, le Nigeria, etc. Alors, dans le cadre de vos travaux, vous êtes notamment penché sur l'histoire des relations entre la Chine et l'Afrique depuis les années 50, d'où cette question simple d'ailleurs: comment ce régime communiste chinois a-t-il réussi à s'implanter en Afrique? D'un point de vue historique, tout commence avec ce que j'appelle le paradigme de Moshi. Donc là, on est en 63 à Moshi en Tanzanie, dans l'actuelle Tanzanie, et donc on a les soviétiques plutôt, les Indiens et les Chinois qui se réunissent pour tenter d'organiser la suite de Bandung, donc la conférence de Bandung de 1945, c'est-à-dire en fait une conférence des pays non alignés qui aurait dû se tenir à Alger en 64. Mais finalement, les rivalités entre les soviétiques, les Indiens et les Chinois vont faire éclater un petit peu cet esprit de Bandung, et donc à partir de 63 de Moshi, la politique étrangère chinoise devient purement bilatérale, et donc elle se coupe des alliés entre guillemets soviétiques et indiens. Et Pékin va donc développer une politique africaine propre en envoyant les fameux médecins aux pieds nus dans les mondes ruraux africains. Elle va envoyer des coopérants agricoles ainsi que des diplomates. Et puis on a également l'armée populaire de libération chinoise, l'APL, qui va soutenir plusieurs mouvements de libération nationale africains. Alors on peut citer très rapidement l'UPC au Cameroun, l'UNITA pour l'Angola, le FLN en Algérie, le Biafra au Nigeria, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ce que l'on surnomme les 20 glorieuses? Alors les 20 glorieuses, donc ça c'est vraiment une expression toute personnelle. Et donc je l'emploie pour définir en fait l'extraordinaire progression des relations entre la Chine et l'Afrique. Donc lorsque je parle de relations, on peut évoquer les échanges commerciaux, les investissements, les présences, plus généralement de la Chine en Afrique. Et donc là, c'est vraiment entre 1994, donc lorsque la Chine devient indépendante sur le plan pétrolier et qu'elle doit aller investir à l'étranger, notamment dans les ressources pétrolières. Donc 94 et 2014, quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Xi, 2014 qui est une année en fait où les relations vont commencer à baisser, en tout cas d'un point de vue commercial. Et donc ces 2 décennies là de développement tout azimut, 94-2014, entre la Chine et l'Afrique, peuvent être associées évidemment à ce qu'on a vu en Chine, donc les réformes chinoises, à l'évolution de la Chine elle-même, et notamment dans les indicateurs économiques internationaux.
Et donc, pour ne citer qu'un aspect, l'aspect commercial, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont été multipliés durant cette période par 53, faisant de Pékin le premier partenaire commercial de l'Afrique dès l'année 2009. Ce qui est pas rien. Xavier Oregan qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission du Grand Forum. Aujourd'hui en Afrique subsaharienne, en termes de concurrence, quels sont les atouts de la Chine pour se démarquer de pays historiquement présents comme la France ou les États-Unis, monsieur Oregan? Alors, pour se démarquer, tout d'abord, c'est un pays, la Chine est un pays colonisé au même titre que l'ensemble que la majorité des pays africains. Un pays qui a été dominé par les puissances occidentales ou étrangères, le Japon notamment, un pays qui s'est trouvé marginalisé, mais qui a d'une manière assez incroyable et historique finalement su rebondir et se projeter, avec évidemment des sacrifices qui sont incommensurables pour la Chine. Ensuite, la Chine dispose évidemment de la première réserve de change au monde, ce qui lui permet finalement de devenir entre guillemets la banque de l'Afrique, finançant ici et là et sans contrepartie des infrastructures, notamment de communication. Donc très peu de conditionnalité également vis-à-vis en comparaison de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, etc. Et puis évidemment, elle finance et elle construit très rapidement. Un exemple peut-être parmi d'autres, c'est vraiment la Chine qui a réussi à replacer les infrastructures de production et de communication au cœur en fait du processus de développement du continent africain, des infrastructures qui avaient été mises de côté par la Banque mondiale et les Occidentaux en raison de leurs coûts notamment. Donc voilà, elle arrive quand même à replacer ces infrastructures très coûteuses au cœur du processus. Et puis par ailleurs, elle va vendre des machines, des marchandises qui sont adaptées au portefeuille moyen, on va dire, du foyer africain. Et puis elle s'adapte aux conditions pédoclimatiques tropicales africaines, tout simplement. Et un dernier élément, peut-être en termes de comparaison, peut-être pas de comparaison, mais disons qu'elle a tiré profit d'une certaine manière d'une vacance occidentale en Afrique dans les années 90 et 2000. Ces pays occidentaux qui étaient accaparés par les pays d'Europe centrale et orientale, donc les PECO, et puis par la Chine elle-même, puisqu'ils sont allés investir en Chine. Oui. Donc la Chine, elle, a fait le chemin, peut-être pas inverse, mais en tout cas, s'est tournée vers l'Afrique. Et puis donc, évidemment, comme la nature a horreur du vide, la Chine a donc remplacé, ou plutôt comblé, le vide laissé par les Occidentaux à cette époque-là. Pour retourner en fait la question que Christophe vient de poser, on se demandait comment la majorité donc des États, on voulait surtout se pencher sur l'Afrique subsaharienne avec vous, quelle est leur perception par rapport à la Chine et l'État chinois? Parce que vous nous avez parlé par exemple de la réserve mondiale de change, donc est-ce que on peut considérer, est-ce que les États subsahariens considèrent la Chine comme un banquier, un bailleur? Est-ce que c'est un protecteur? On sait notamment aujourd'hui que les casques bleus en Afrique ont des contingents chinois. Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un occupant? Alors, occupant, c'est totalement un peu fort. C'est un petit peu tout à la fois, puisque déjà il faut quand même voir aussi, il faut distinguer l'ensemble des présences chinoises en Afrique, puisqu'on a l'État, mais on a également les entreprises, oui, publiques et capitaux privés, semi-privés, semi-publics. On a également des migrants chinois qui vont aller s'installer en Afrique. Donc il y a quand même un spectre assez large d'acteurs chinois finalement. Donc tous ne sont pas vus de la même manière et tous n'agissent pas d'ailleurs de la même manière en Afrique. Ça c'était pour la parenthèse. Ensuite, les États africains ce sont tous finalement qui proposent des projets à la Chine. La Chine accepte ou pas de les financer, de les mettre en œuvre, de les construire. Donc finalement, la Chine est un acteur, j'allais dire comme un autre, qui réalise parfois, qui construit parfois, et qui sert les desseins des hommes politiques qui sont actuellement au pouvoir ou qu'ils seront demain. Donc, pour renverser le problème, oui, il y a une relative instrumentalisation de la Chine et de ses âmes par les élites africaines. Mais après, au même titre que les élites africaines ont pu instrumentaliser à certains moments, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, des acteurs français, belges, suisses, italiens, américains, britanniques et autres, ou russes. Alors monsieur Oregan, en investissant massivement dans tous les secteurs de l'économie subsaharienne, la Chine ne risque-t-elle pas de s'ingérer dans la politique intérieure des États, notamment en Côte d'Ivoire particulièrement? D'une manière générale, à l'échelle de l'Afrique ou de l'Afrique subsaharienne, effectivement là, contrairement à la rhétorique politique officielle chinoise, Pékin s'ingère de fait. Donc elle s'ingère dans les ministères des Affaires étrangères, de l'agriculture, des finances, de la défense parfois.
Donc bon, on connaît bien le cas des deux Soudans, du Nord et du Sud, de la Côte d'Ivoire, donc je peux en reparler ensuite, du Tchad et puis récemment du Zimbabwe. Donc ce sont quelques exemples qui peuvent être mis en lumière. On a également le problème de la dette africaine, tout de même vis-à-vis de la Chine qui gonfle année après année et qui devient problématique puisque du coup qui contrôle la dette contrôle tout court. Donc la Chine peut évidemment se réapproprier des appareils productifs ou des infrastructures éventuellement. Donc ça c'est à craindre, en tout cas c'est à dénoncer c'est préoccupant. Ensuite pour la Côte d'Ivoire, donc la Chine a plutôt été pro Laurent Gbagbo par exemple qu'Alassane Ouattara. Donc on avait un clivage entre plusieurs puissances, je pense à l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, qui elle était plutôt favorable ou totalement favorable à Gbagbo, et des puissances occidentales, notamment Royaume-Uni, France, évidemment, et États-Unis qui supportaient Ouattara. Donc effectivement, il y a une ingérence plus ou moins douce, plus ou moins forte dans les pays africains, en Côte d'Ivoire comme dans d'autres. Maintenant, tout dépend du degré d'ingérence, et si on assimile l'ingérence chinoise à l'ingérence française, par exemple, notamment là. Pour poursuivre sur le cas de la Côte d'Ivoire, sur lequel vous avez longuement travaillé, quel regard porte la population directement sur cette présence chinoise? Alors vous venez de nous expliquer que c'est un spectre, on a des intérêts privés, on a des migrants, etc. Quel est le regard général, je sais pas comment je pourrais dire, la conscience collective ivoirienne par rapport à cette présence chinoise? Pour vous répondre d'une manière générale déjà, les études, les sondages qui sont faits réalisés en Afrique, et notamment donc en Côte d'Ivoire, font état d'une représentation, d'une perception qui est plutôt positive, voire très positive envers la Chine. La Chine rattrapant dans les représentations les États-Unis. Donc là c'est assez intéressant d'ailleurs d'un point de vue politique, géopolitique. Ensuite, pour vous répondre plus précisément en Côte d'Ivoire, on a vraiment, donc comme je vous le disais, un spectre très éclaté d'acteurs chinois, et donc disons que les acteurs qui vont plutôt vers le haut entre guillemets, c'est-à-dire les diplomates, les grands chefs d'entreprise, ceux qui font la coopération, donc qui aident entre guillemets le pays, la Côte d'Ivoire, eux sont vus d'une manière très très positive. Et puis les commerçants, les petits commerçants qui sont principalement originaires du Henan, donc cette province enclavée la chinoise, eux sont moyennement voire mal vus parce qu'ils amènent avec eux justement ces marchandises made in China qui sont de faible qualité. Alors certes peu coûteuses, mais de très faible qualité, la qualité 3 comme diraient les Chinois, et donc c'est vrai que là ils sont assez mal vus. Mais globalement c'est quand même une perception qui est plutôt positive, puisque les Chinois permettent de mettre en concurrence les anciens ou les partenaires traditionnels plutôt, notamment les Français, les Libanais, les Syro-Libanais, et les autres. Monsieur Oregon, en préparant cette émission, on s'est aperçu qu'il y avait certains détracteurs qui avancent aujourd'hui que les relations sino-africaines tournent au ralenti. Est-ce le cas? Et pour revenir également sur votre propos, donc que les 20 glorieuses se seraient arrêtées en 2014. 2014, puisque là on a donc l'arrivée au pouvoir de Xi, et donc on a un affaiblissement des relations commerciales. Mais alors en fait, on peut pas parler de ralentissement global, on peut parler effectivement de baisse des échanges commerciaux, mais pas de tous les échanges commerciaux, puisque ce sont uniquement les exportations africaines vers la Chine. En fait, la baisse du cours, des cours des matières premières a impacté les relations commerciales entre l'Afrique et la Chine. Autrement dit, donc le cours du baril a baissé, est arrivé à quasiment $30 en 2013, et donc a impacté en valeur, en tout cas, les exportations africaines vers la Chine. Donc on a une baisse des exportations africaines, mais dans le même temps, on a une stagnation, voire une petite augmentation des exportations chinoises vers l'Afrique. Donc finalement, le commerce est stagnant, progresse plus ou moins. Et puis si on regarde les investissements directs à l'étranger chinois en Afrique, si on regarde l'aide publique au développement et les prestations de services, on se rend compte que finalement les relations sont toujours les mêmes plus ou moins qu'en 2014, et que le ralentissement est plutôt une sorte de vague formule journalistique, ou en tout cas occidentale, et non pas du tout liée à la réalité. Et donc là, fin 2018, on aura le 7e forum de coopération Chine-Afrique à Pékin. Donc là, il va nous permettre potentiellement d'y voir plus clair. Mais bon, selon moi, a priori, le président chinois va annoncer une augmentation des prêts, de l'aide et des investissements chinois. Et donc, moi, je pense que de toute façon, ne serait-ce qu'à l'ONU, à l'OMC, dans l'ensemble des institutions financières internationales ou organisations, et puis en termes de matières premières, l'Afrique est stratégique pour la Chine, et donc Pékin n'a absolument aucun intérêt à
à lâcher entre guillemets l'Afrique, ou en tout cas à ralentir les relations. En fait, j'avais deux questions. Une dernière qu'on avait convenue avec Christophe et ensuite une question bonus. Donc, d'abord, on parle toujours dans la presse et par rapport aux relations sino-africaines, on parle d'empreintes chinoises en Afrique. Mais nous, on voulait savoir, est-ce qu'on a une empreinte africaine en Chine? Une empreinte africaine en Chine, oui, mais elle est très faible. Elle est limitée à quelques villes. Notamment un petit peu Yiwu sur la côte, à Guangzhou, donc Canton. Oui. Donc elle est faible, elle a plutôt tendance à décroître. C'est une empreinte commerciale principalement, une empreinte qui a tendance à décroître à cause justement des strictes conditions d'entrée de séjour sur le territoire chinois. Et on a d'ailleurs, comme je ne suis pas spécialiste de la question, on a d'ailleurs un documentaire là qui vient d'être réalisé de Christiane Badgley, qui retrace ces histoires d'entrepreneurs africains à Canton, en Chine. Et il s'intitule donc, je vous donne le titre, c'est Guangzhou, le rêve chinois. Vous pouvez nous redonner le nom de la réalisatrice? Christiane Badgley, Badgley. Très bien. Eh bien, comme ça, les auditeurs et les auditrices pourront aller jeter un œil sur Internet. Et alors, ma petite question bonus. On a beaucoup de journalistes aujourd'hui, de chroniqueurs qui font l'actualité, qui parlent de Chine-Afrique, comme on parlait de France-Afrique. Est-ce que ce terme vous paraît juste? Est-ce que c'est un terme qui est utilisé dans le monde académique? Dans le monde académique, non, parce que justement, ça renvoie à trop d'événements, à trop d'histoires également entre la France et l'Afrique qui ont été largement décrites par Verschave, par Dozon, etc. Donc non, pas vraiment Chine-Afrique attaché. Par contre, d'un point de vue journalistique, effectivement, c'est un terme qui est employé assez fréquemment. Pour ma part, je vais pas l'employer directement, même si je peux comprendre évidemment que la relation entre les élites africaines et les grands chefs d'entreprise chinois ou l'État chinois même directement ne soit pas toujours très très transparente. On peut estimer effectivement qu'il y a des dessous de table, des bakchiches qui sont échangés, mais j'ai envie de dire la Chine n'est pas la seule. Oui. Et d'ailleurs en Chine même, on sait très bien que la corruption est un phénomène assez néfaste. Donc je pense que la France n'a pas vraiment n'est pas la mieux placée pour montrer l'exemple. Les États-Unis non plus, le Royaume-Uni non plus. Donc j'estime qu'on n'a pas franchement, pour l'instant en tout cas sans recherche approfondie, on ne peut pas véritablement mentionner ce terme-là ou l'employer à tort et à travers. Mais après effectivement, oui, les élites africaines profitent des financements chinois, profitent de ce bailleur chinois là qui finance infrastructure et projet. Monsieur Oregon, pour les auditeurs qui auront, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, ils auront le plaisir de vous retrouver le 11 avril prochain à partir de 20h à l'amphithéâtre de la Sorbonne pour un colloque intitulé Présence chinoise en Afrique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est un colloque, une conférence qui a été organisée par deux associations étudiantes de l'université Paris 1 qui sont spécialisées sur l'Afrique et l'Asie et qui ont donc invité 3 personnes à débattre autour de cette thématique, donc les relations sino-africaines. On a Serge Michel, qui est journaliste, qui a d'ailleurs co-rédigé un ouvrage sur la Chine-Afrique attachée, là justement. On a également Kaye Shujue, qui est responsable commercial de la Société Générale et qui s'occupe spécifiquement des Chinois en Afrique, et donc moi-même, troisième personne qui intervient à la conférence. Ça promet d'être intéressant. Ah oui. Donc on le rappelle, mercredi 11 avril prochain à l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne. Donc pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est métro Cluny sur la ligne 10, ou sinon à l'arrêt Saint-Michel du RER B. On espérera prochainement avoir l'occasion de vous inviter une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans nos studios pour reparler à nouveau de la Chine. Et ça promet d'être intéressant. Merci Monsieur Oregon d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir éclairé par vos connaissances justement sur le thème choisi aujourd'hui par le Grand Forum. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Voilà Xavier Oregon qui était notre invité sur France Maghreb 2. Hélène a été très attentive, j'en suis sûr, à cette interview. On a parlé donc principalement, puisque c'était notre deuxième thème, de la Chine en Afrique. On voit qu'elle a pris beaucoup de parts de marché, qu'elle inquiète aussi quelques pays comme la France, les États-Unis. Hélène, petite réaction, débrief par rapport à cette interview de Monsieur Oregon? Alors oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec ce que Monsieur Oregon a affirmé tout au long de cette interview. Surtout, la grande question, c'est est-ce que la France, est-ce que la Chine se différencie des puissances occidentales dans son exploitation des ressources en Afrique?
Est-ce qu'on peut parler d'un système néocolonialiste? Est-ce que finalement les entreprises chinoises qui s'installent et qui extraient les minerais en échange d'infrastructures et de financement n'agiraient pas comme un relais du gouvernement chinois en Afrique et ne permettraient pas une forme de lobbying politique sur le continent? Est-ce que vous pouvez nous refaire la même réponse mais en mandarin? Au bout de ça. Oui, parce que Hélène parle le mandarin, Ah oui. faut le savoir, Oui. pratiquement couramment. On aura une démonstration pendant le Libertad. Ah ouais, ça va être bien, ça, on va faire. Bien. Et les auditeurs, vous allez appeler, Hélène, elle va vous répondre en mandarin, vous allez Absolument. voir. Oui, ça va être sympa. Damien, J'avais oui, juste deux petites remarques à... petite remarque, allez-y. Oui, parce que évidemment on a parlé en off avec Hélène. C'était par rapport au fait que donc Monsieur Reagan expliquait que pour le cas de la Côte d'Ivoire, la perception par la population ivoirienne, les habitants étaient plutôt bonnes à l'égard des Chinois et de la Chine. Et Hélène me disait que finalement à l'échelle de l'Afrique, c'était pas forcément le cas. Alors oui, c'est-à-dire que dans certains pays, les tensions entre les communautés locales et la population chinoise est parfois un petit peu exacerbée. Il n'y a pas vraiment d'entente entre les deux parties. Les Chinois sont vachement... ils restent souvent en communauté, ils sont pas vraiment intégrés dans la société des pays africains. Et il y a un petit peu un problème, souvent les populations chinoises sont taxées de racisme par les populations locales, et il y a aussi un problème, c'est-à-dire que beaucoup de personnes critiquent la Chine pour notamment son non-respect des normes environnementales dans ses constructions et pour son comportement global dans les pays. Oui, exactement. Deuxième Notamment remarque. le cas du Gabon. Et la deuxième, tu m'as parlé donc de Guangzhou. C'est comme ça qu'on dit? Alors Guangzhou, oui, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est Guangzhou. En gros, c'est la ville africaine en Chine. C'est Très bien. voilà, la ville par excellence où sont, en gros, c'est la ville avec laquelle il y a eu le plus de coopération avec les États africains, et donc Oui. il y a énormément de personnes qui vivent là-bas. Alors, Et dans un essentiellement instant, donc des travailleurs. Oui, des travailleurs, des étudiants, il y a un petit peu, voilà, tous les types. D'accord. dans un instant, Damien, vous allez nous faire part d'une interview que vous avez réalisée par écrit, puisqu'il n'a pas pu être Oui, avec nous avec aujourd'hui. Thierry Perrault. Le sinologue, donc Thierry Perrault, qui va revenir principalement sur la Chine au Maghreb. Exactement. On sait que la Chine est très présente, notamment en Algérie. Exact. Et pour le coup, on parlait d'intégration. Il paraît, je sais pas si c'est vrai, que les Chinois se marient beaucoup avec les Algériennes et finalement ils prennent part à beaucoup de chantiers, notamment d'infrastructures en Algérie. On y revient dans un instant et il y aura évidemment votre avis tranché, mon cher Damien. Oui. Et puis nous parlerons de notre dernier thème. On va parler de quoi? Eh bien de la France et de relations avec la Chine. Et on va parler de Makolong. Makolong. Makolong, c'est Tu verras. Makolong. Surprise, Non, suspense. surprise, suspense. Reste avec nous, cette édition spéciale consacrée à la Chine sur France Maghreb 2 avec Damien Charles qui est notre invité évidemment, enfin notre intervenant, accompagné de notre belle et ravissante Hélène pour nous parler de la Chine. Elle la connaît bien, évidemment, la Chine. Reste avec nous sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en édition spéciale consacrée à la Chine, un pays que l'on connaît peu finalement et un pays qui pourtant joue un rôle majeur dans l'échiquier politique mondial. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques instants avec notamment l'Afrique, et on va le voir d'ailleurs maintenant pour la suite avec notre ami Damien Charles qui est avec nous aujourd'hui. Et notamment avec cette interview, il devait être avec nous pour être très précis, mais il n'a pas pu donc être avec nous aujourd'hui. Mais Du coup, malheureusement plusieurs réunions de travail. Damien lui a posé des questions par écrit auxquelles il a répondu. C'est donc le sinologue Thierry Perrault. Alors, Monsieur Perrault, donc qui est un éminent sinologue, donc chercheur sur la Chine et spécialiste des relations entre la Chine et l'Afrique, tout comme Monsieur Oregon. oui, Oregon, excuse-moi, logistique, on Ouais. est bon. On est bon. Mais j'ai souhaité lui poser des questions particulières donc sur la situation de la présence chinoise au Maghreb et au Mashrek. Et j'ai souhaité lui poser 4 questions précises sur lesquelles on va pouvoir revenir avec Hélène ensuite. La première, c'est les intérêts chinois
tout comme les expatriés chinois, sont-ils les bienvenus dans les pays du Maghreb? C'est vraiment une question que je me suis posée, c'est-à-dire est-ce que nos Maghrébins, entre guillemets, et nos Mashrikiens sont contents donc de cette présence chinoise? Alors avant de lire sa réponse, peut-être qu'on peut demander à Hélène, tiens, ça peut être marrant ça. Oui. Alors moi je saurais pas me prononcer à la place des Maghrébins, et je pense que tu as dû recueillir des témoignages au travers de Monsieur Perrault. Oui, j'en ai eu sur place aussi. Ah très bien. Quand j'étais au Maroc. Alors que nous a-t-il répondu? Alors, moi, je n'ai pas connu l'Algérie. Lui, il la connaît très bien. Alors, il dit d'abord qu'il ne faut pas mélanger les intérêts et les expatriés, qui sont deux choses totalement différentes à l'égard de la population. Ouais. Et donc, par intérêt, donc, si on considère les investissements chinois, ils sont de plus en plus faibles. Comparés, ils sont de plus en plus faibles comparés aux autres formes d'investissement qu'on a par d'autres pays étrangers. Et aujourd'hui, les prestations les plus importantes, ce sont dans le BTP. D'accord. Donc, c'est le BTP aujourd'hui l'enjeu principal pour le Maghreb, dans sa relation avec la Chine, avec un point constant qui est l'Algérie. Ouais. Les relations entre l'Algérie et donc la Chine sont des relations privilégiées qui sont historiques, c'est bien ça Hélène? Alors oui, traditionnellement, la Chine et l'Algérie ont des relations très très fortes, mais c'est vrai que cette relation, désormais, est un peu en train de se déliter. La présence chinoise a été un peu mise à mal par la crise financière dans le pays, et puis maintenant, il y a un peu une compétition entre l'Algérie et le Maroc pour savoir qui va rafler les investissements chinois, et donc là, c'est un petit peu... Ah oui, on va en revenir juste après. On va revenir juste après. Ensuite, la deuxième chose que Thierry Perrault a voulu expliquer, c'est que aujourd'hui, cette expatriation ne se passe pas forcément bien pour les Chinois, également en Algérie, et donc on a très peu d'immigration. Il est de bon ton de dire aujourd'hui qu'on a des rues, notamment à Alger ou dans certaines grandes villes du Maroc, qui sont en train de devenir chinoises, mais cette immigration donc est moindre. Et aujourd'hui, la présence donc des travailleurs chinois dans des sociétés comme l'Égypte notamment, ou l'Algérie, où le taux de chômage est très élevé, pose des problèmes de cohabitation et de paix sociale. Ouais. Alors ensuite, pour la deuxième question, par rapport donc à cette relation singulière avec l'Algérie. On revient sur ce que tu viens de dire. En fait, Thierry Perrault confirme les propos de Hélène en disant que le Maroc est en train de lui ravir cette relation privilégiée aujourd'hui, mais d'une manière qui est radicalement différente. C'est-à-dire? Alors, d'abord, parce que aujourd'hui, le Maroc est en train de devenir une destination touristique privilégiée pour la Chine. C'est bien ça, Hélène, tu confirmes? Oui, tout à fait. Et également, les investissements marocains qui ont été faits donc notamment dans les plans quinquennaux du royaume, qui ont permis de créer des zones offshore comme la zone Tanger-Med, ont permis à certains sous-traitants chinois de s'installer et de ravir des positions importantes à des grandes multinationales, donc européennes, comme on a l'habitude au Maroc. Notamment, les Marocains sauront de quoi je parle. Je pense à Renault, je pense à Peugeot, je pense aussi à Airbus. Ouais. Et donc, cette implantation nouvelle du Maroc, de la Chine au Maroc, est finalement assez imprévue. Et est liée évidemment à la conjoncture économique. Pour terminer, deux petites questions très courtes. La première, on a un souci aujourd'hui de concurrence. C'est-à-dire que la Chine, petit à petit, s'est installée tranquillement dans les pays du Maghreb, alors un peu moins en Tunisie. Sauf que la Chine aime exporter aussi ce qu'elle produit dans ces pays-là, et elle aime surtout exporter ses produits textiles. Et là, on est face à un problème de taille, parce qu'il y a déjà une production textile locale, on a une industrie textile, surtout dans les pays marocains et algériens. Et cette concurrence, aujourd'hui, elle se fait par voie de contrebande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorisation, notamment officielle, d'importation de textiles chinois dans les pays du Maghreb, mais on a des réseaux qui se sont installés pour permettre l'arrivée du textile chinois sur les marchés maghrébins. Et là encore, le cas algérien est assez emblématique de ça. Dernière petite chose, j'ai voulu parler de la Libye. Parce que on sait que la Libye, sortant d'une très grosse guerre civile, est en train de se reconstruire politiquement et économiquement, et on sait que la Chine était très présente en Libye.
Avant 2011. Donc je lui ai dit, où est-ce qu'on en est ? Certains journalistes disent qu'aujourd'hui, la Chine retourne en force, donc en Libye. Il m'a répondu, je ne pense pas que la Chine puisse retourner de façon significative en Libye, dans l'immédiat du moins. Il ne faut pas se méprendre, la Chine, malgré son côté parfois matamore, est en réalité assez frileuse. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, la Chine est très frileuse. C'est pas la Chine veut contrôler absolument tout ce qu'elle fait. Donc si elle n'est pas sûre à 300%, elle ne mettra pas le pied dans un pays. Dans un instant, on va aborder notre troisième thème. On va parler des relations de la France avec la Chine. Tiens, c'est intéressant. Emmanuel Macron, peut-être, on va en parler aussi un petit peu, parce que c'est lui quand même le chef de l'État. Ah bah oui. Mais pour l'heure, voici l'avis tranché. On ne change pas, évidemment, les règles basiques de cette émission. L'avis tranché signé Damien Charles sur France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors le titre de cet avis tranché, mon cher Damien. Un rêve qui se réalise, une diplomatie qui ne dit pas son nom. Ça donne envie, Hélène, hein ? C'est beau. Oui, c'est beau. Et ben on va voir ce que ça donne maintenant. Tout de suite, on t'écoute. Alors, le 13 janvier 2018, c'est la cohue dans la région Centre-Val-de-Loire. Des milliers de personnes ont pris la route et se sont pressées pour aller à la rencontre de Yuan Meng, le second ambassadeur de la Chine en France. Au programme de la journée, il est prévu de parler nature, loisirs et photographie. Mais qui est ce Yuan Meng ? Eh bien, c'est un panda de 4 mois. Et il pèse exactement 11 kg 142 grammes. Yuan Meng, qui signifie un rêve qui se réalise en chinois, il est très vite devenu la coqueluche du zoo de Beauval. Yuan Meng est né en France en septembre dernier et sa présentation officielle s'est déroulée le 4 décembre lorsque la Chine propose à Brigitte Macron de devenir sa marraine. Une désignation honorifique qui tombe à pic puisqu'Emmanuel Macron doit se rendre en Chine 3 semaines plus tard. De quoi réchauffer les relations entre les deux pays à peu de frais. Alors comment la définir, cette diplomatie du panda ? La diplomatie du panda, elle s'intègre dans ce qu'on appelle plus largement la diplomatie des cadeaux. On va donc faire parvenir des cadeaux à ses partenaires, soit pour ouvrir des relations diplomatiques avec un nouveau pays, soit pour améliorer des relations déjà existantes. Tout comme il existe une diplomatie du chien ou une diplomatie du chameau, la diplomatie du panda est une pratique utilisée par la Chine depuis plus de 1500 ans. Avec succès. Forcément, offrir un panda de 150 kilos, un animal noble vivant uniquement dans le centre de la Chine et qui se nourrit exclusivement de bambou, cela en fait un cadeau rare, objet de curiosité et surtout d'attendrissement. Cette diplomatie du panda est issue d'une longue tradition qui a commencé sous la dynastie Tang, au Moyen-Âge, et logiquement perpétuée jusqu'au XXe siècle. Elle a connu son apogée sous la Chine de Mao. C'est après l'arrivée au pouvoir des communistes que l'expression diplomatie du panda commence à être utilisée. Tout comme le régime cherche à s'appuyer sur la diplomatie du ping-pong, à l'époque, au début des années 70, dans les grandes compétitions internationales, Mao utilise efficacement la diplomatie du panda pour renforcer les nouvelles relations qui s'ouvrent avec des pays comme les États-Unis et la France. Au moment du renversement d'alliances diplomatiques et la venue du président américain Nixon en Chine en 1972, tout le monde l'a oublié, mais la Chine offre à la délégation américaine 2 pandas géants en signe d'amitié. Le président français Pompidou avait également eu l'honneur d'en recevoir un. Cependant, sous une pression constante des grandes ONG, notamment la WWF, cette politique a officiellement cessé en 1984 parce que l'animal était menacé d'extinction. La Chine cesse les dons et les remplace à la fin des années 90 par des prêts, à long terme ou à court terme, accordés à des zoos étrangers. Mais avec cette nouvelle gestion des prêts et finalement plus des cadeaux, est-ce que ça marche toujours autant ? Eh ben totalement, Christophe. Mieux que l'on puisse imaginer, c'est un instrument redoutable de la politique chinoise à l'étranger. C'est la raison pour laquelle plus personne sur la scène internationale n'est aujourd'hui réticent à l'idée d'évoquer ce que l'on appelle donc cette diplomatie du panda. L'animal est une source d'attraction et d'émerveillement pour les populations de pays partenaires. En voie de disparition, il suscite l'adhésion et la sympathie des opinions à l'étranger et surtout, il offre une image apaisante de la Chine. En tant que trésor national, ce qu'on appelle le guobao en chinois, c'est bien ça Hélène ? Guobao. Recevoir un panda de la Chine en prêt reste et restera, quoi qu'on en dise, un signe diplomatique fort. Prenons l'exemple de l'Allemagne de Madame Merkel, qui, l'été dernier, donc en juillet 2017, après de longues négociations, a eu la fierté d'obtenir l'arrivée d'un couple adulte
Et pour la France? Alors pour la France, la saga a commencé en 2005. À l'époque, avec le soutien de Jacques Chirac, la France joue des pieds et des mains pour héberger le Graal des animaux chez elle. Le processus s'accélère lorsque Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, mais il est brutalement stoppé en 2008. Pour quelle raison? Diplomatique évidemment. Carla Bruni était allée à la rencontre du Dalai Lama, une faute de goût qui refroidira le projet Panda. Finalement, un couple adulte sera prêté en 2012, une fierté pour François Hollande, qui organisa une visite spéciale Panda à Beauval en 2015. Et ce couple, qui a été accueilli en 2012, donnera naissance à Yuan Meng, donc aujourd'hui parrainé par Emmanuel et Brigitte Macron. Aujourd'hui, une vingtaine de pays seulement peuvent se vanter d'accueillir des pandas géants en leur sein. N'est pas un partenaire privilégié qui veut. Et surtout, le hashtag bébé panda est diplomatique ou ne sera pas. Merci Damien pour cet avis tranché concernant ce fameux panda. On en a effectivement beaucoup parlé. T'as pas reçu de panda toi Hélène, hein? Non? Non, pas encore. Pas encore. J'attends. Bon, bah écoute, j'ai hâte. Absolument. Tiens, rapidement un petit, parce que beaucoup nous écoutent là, on se dit voilà, on est tous allés, notamment on a vu l'émergence des restos chinois halal, et donc beaucoup ont eu l'occasion de découvrir la nourriture, la gastronomie chinoise. Il paraît que ça infecte. Je sais pas. Hein. Alors ça dépend, c'est-à-dire que les restaurants chinois qu'on peut trouver en France, par exemple, sont très différents de la cuisine chinoise. Genre les nems, les vapeurs, alors, tout ça, ça existe. Tout ça, ça vient du sud de la Chine, mais c'est surtout de la cuisine vietnamienne qui a été, qui s'est installée doucement dans le sud de la Chine. Mais alors dans le nord de la Chine, on mange, qu'est-ce qu'on mange? On mange des nouilles, du riz. Ouais. Et du riz, des nouilles. Du riz et des nouilles, voilà. C'est très varié et il y a beaucoup d'huile. Ouais, il y a beaucoup d'huile. Ouais, si on aime l'huile, on aime la cuisine chinoise. Ah oui, d'accord. Bon, bah ok, c'est pas trop mon truc alors. C'est pour ça que je suis un peu malade moi. À chaque fois que je vais manger dans un resto chinois, vaut mieux que je reste à la maison, pas trop éloigné, tu vois ce que je veux dire. Prendre un médicament à l'avance. Absolument. Ouais. Alors pour évoquer ce dernier thème finalement, et on peut peut-être parler aussi de ce voyage qu'a effectué Emmanuel Macron en Chine. Comment la France gère ses relations internationales avec la Chine? C'est notre troisième et dernier thème que nous avions envie d'aborder avec toi, Hélène Masquelier, qui est donc, je le rappelle, mesdames, messieurs journalistes, qui a pour particularité d'avoir vécu 3 ans et demi en Chine, en travaillant notamment pour Radio Chine Internationale, collaboré avec France Culture, Radio France, Lorient le Jour, et devrait bientôt rejoindre l'AFP. Et pour le coup, elle devrait repartir à Pékin. On va essayer de qu'elle puisse repartir tranquillement. Donc, comment ça se passe? Panda, avec ou sans panda, absolument. Alors, le voyage de Macron en Chine, est-ce qu'il était un tournant important dans les relations franco-chinoises? Alors oui, un tournant, oui, on peut parler d'un tournant, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, grâce à sa visite en Chine, replace un petit peu la France sous les projecteurs pour la Chine. C'est-à-dire que la Chine s'était un petit peu doucement désintéressée de la France, qui était restée une carte postale où en gros la France était synonyme de vin, de romantisme, de parfum et d'art de vivre. Ah oui, ils sont très consommateurs de parfum lorsqu'ils viennent en France, les Chinois. Alors le parfum, le vin, tout ça c'est génial, mais alors la France, économiquement, enfin, ils voyaient pas vraiment la France comme une grande puissance. C'était un peu fini. Donc la Chine n'avait pas énormément d'intérêt en France et son interlocuteur privilégié en Europe, c'était surtout l'Allemagne. Mais avec l'arrivée de Macron, et là justement ça tombe bien en Allemagne, enfin ça tombe bien ou mal en Allemagne, eh bien le pouvoir est un petit peu déstabilisé, donc c'est la France qui reprend un petit peu le flambeau comme interlocuteur principal en Europe. Donc la visite de Macron en Chine, ça signe un petit peu ce remplacement au niveau, comme interlocuteur pour la Chine. Et donc le président Emmanuel Macron a été accueilli en grande pompe par le président Xi Jinping. D'ailleurs, les Chinois lui ont donné ce surnom Makelong. Donc, qui veut dire Macron, hein, bien sûr, c'est Makelong. Et ça signifie le cheval qui vainc le dragon. Du verbe vaincre, et donc ça veut quand même en dire long parce que le dragon ça représente un peu la Chine et le cheval c'est donc Macron. Donc c'est un vrai signe d'humilité de la part de la Chine qui déroule le tapis rouge à Emmanuel Macron. Faut dire que la jument, rappelons-le, est un peu plus vieille que lui. Voilà, c'est ça. Et bien, oui, d'ailleurs la Chine avait adoré, la Chine adore le romantisme à la française et donc a beaucoup parlé de ce couple Brigitte-Emmanuel Macron. Ce qui était un peu plus compliqué avec François Hollande. Voilà, avec François Hollande, ils ont pas trop aimé. Non, oui. En même temps, il avait une vie assez personnelle, assez agitée, on va dire. Trop compliqué pour la Chine. Eux, ils aiment bien les choses. Il n'y a pas de formalité avec Hollande. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc les Chinois étaient un peu sous le charme d'Emmanuel Macron, très heureux que ce soit lui qui ait été élu et non pas les autres candidats à l'élection présidentielle. La Chine en avait. C'était le candidat préféré de la Chine ? Alors oui, presque dès le début. Ben moi je voulais qu'on se prête à un petit jeu. Si le président français avait été quelqu'un d'autre. Oui. Moi j'aimerais bien connaître la perception de la Chine par rapport à ça. Alors donc, par exemple, tu nous racontes que là finalement avec Emmanuel Macron ils avaient l'air plutôt rassurés. Moi je voudrais savoir si Marine Le Pen avait été élue. Alors Marine Le Pen, certaines personnes auraient dit ah oui super Marine Le Pen, pour les Chinois ce sera super. Bien non, pas du tout, parce que la Chine craint le protectionnisme économique et elle voulait pas d'une France qui se replie sur elle-même. Donc Marine Le Pen, pas génial pour la Chine, non. D'accord. Et le revers Mélenchon. Mélenchon, alors je crois que les Chinois n'ont pas, ils en ont pas beaucoup entendu parler, c'est-à-dire qu'il arrivait très vite en pole position et les Chinois n'ont pas eu le temps de l'analyser. Ils voyaient plus, il y avait plus une identification de Benoît Hamon. Ah oui. Oui, Benoît Hamon, il le voyait, mais alors Benoît Hamon, c'était un peu le Bernie Sanders de la France. Hein. Ouais. Voilà, c'était l'image américaine qui a été transposée à la Chine. Donc voilà, mais la Chine n'était pas non plus complètement fan. D'accord. Et François Fillon. Alors François Fillon n'était pas un grand amateur de la Chine et la Chine le savait. Alors la Chine était moyennement joyeuse à l'idée d'un François Fillon président. Elle a vite été rassurée d'ailleurs. Ah oui, très vite. Oui, je pense que ça a été Oui. bien. D'accord, très bien. Donc finalement Macron c'est C'est le candidat préféré. Voilà. Macron, c'était le grand préféré, avec Brigitte Macron, le couple présidentiel qui est beau et romantique. La Chine adore, et donc c'est pour ça, il méritait bien un petit panda. D'accord, très bien. Bon, ça c'est une bonne chose. Je me demandais, est-ce qu'Emmanuel Macron est sinophile ? Alors, sinophile, je pense pas qu'il soit profondément sinophile, mais Emmanuel Macron est très habile dans son jeu diplomatique. Donc pour les auditrices et auditeurs, sinophile, on entend passionné de la Chine. Exactement. Et non pas du cinéma. Et non pas... voilà, exactement. Mais Jacques Chirac, par contre, était un sinophile. Alors, Jacques Chirac était connu pour son grand amour de la Chine et du Japon. Ah oui, alors, il était accueilli à bras ouverts. Voilà, il visitait tous les musées. La légende dit même que voilà, il aurait... Je parle même chinois d'ailleurs. Ah, pas mal. Il avait même visité des musées et il avait corrigé la datation d'un objet en céramique en disant ah non, c'est pas du tout de l'époque Yuan, c'est plutôt de l'époque Ming. Et alors, excellent. Ça l'a foutu un petit peu mal pour les Chinois, mais qui ont vérifié et confirmé les propos du président français. Et donc entre Chirac et Macron ? Macron faut encore qu'il fasse ses preuves. Ah oui. Ah non, je veux dire entre la période Chirac et la période Macron. Ah oui. Ah, entre les deux, eh bien ça a été un petit peu un vide diplomatique. Nicolas Sarkozy par exemple. Alors Nicolas Sarkozy était pas vraiment très aimé en Chine, c'est-à-dire qu'il a pas su. Il n'y a pas qu'en Chine, hein. Tu me diras. Non, il n'y a pas qu'en Chine. Voilà, ils aimaient pas trop la façon de faire de Nicolas Sarkozy, qui mettait pas les formes en fait. Ouais. La Chine a besoin de douceur et de beaucoup de symboles et voilà, les Chinois ils aiment beaucoup tout ce qui est symbolique. Il faut vraiment que jouer le jeu en fait, le jeu diplomatique. Nicolas Sarkozy était beaucoup trop tranchant dans sa façon d'aborder la Chine. Oui, ils aiment la douceur. Voilà, finalement. c'est ça. Finalement. Est-ce qu'on peut parler aussi un peu des Chinois qui justement viennent en France? Le tourisme chinois est important pour venir visiter notamment Paris, qui est une ville romantique pour eux. Alors les Chinois adorent toujours la France, ils viennent encore en nombre. Est-ce que les attentats étaient aussi, les attentats de 2015 notamment, étaient un petit ralentissement pour les Chinois? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a eu un gros impact sur le tourisme des Chinois. C'est vrai qu'il y avait une plus grande crainte de la part des touristes chinois de venir notamment à Paris. C'était un petit peu, il y a un danger, c'est pas une ville sûre, et c'est vrai que cette idée-là est restée quand même, est toujours un peu ancrée dans la tête des Chinois. Et donc maintenant ça reprend petit à petit le tourisme, mais c'est vrai que pendant une qu'est-ce qu'ils viennent chercher à Paris principalement? Paris, c'est le modèle du luxe, de l'art de vivre, du vin, du romantisme. Donc c'est vraiment, par exemple, les photos de mariage. La majorité des Chinois veulent venir à Paris prendre des photos sur le pont Alexandre III. Là, comme on le voit, il y a un petit spot où on voit toujours des mariés prendre des photos. Ça, c'est vraiment le grand truc. C'est venir à Paris pour des photos romantiques, un voyage romantique. J'ai une autre question de mise en situation. Imaginons, je suis président français.
Il est 20h, je suis invité sur un plateau et je parle du Tibet. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça dépend en quels termes, mais il faut faire très attention parce que la question du Tibet est très sensible. En Chine reste très sensible. On l'a vu avec Carla Bruni. Oui, voilà. C'est-à-dire que Carla Bruni a un petit peu mis les deux pieds. Enfin, bon, elle a fait voilà. Les deux pieds dans la casserole. Les deux pieds dans la casserole. Du point de vue des Chinois, c'est vrai que à ce moment-là, la Chine va un petit peu mettre une alerte rouge au plan diplomatique en disant attention, vous allez trop loin. Et mettre en péril les relations commerciales. Et quand certains officiels français disent en off, oui, on est allé en Chine, mais vous inquiétez pas, on a parlé droits de l'homme avec eux. Alors, ce qui fait rigoler. Ce qui fait un peu rire parce que maintenant plus personne ne parle de droits de l'homme avec la Chine. Et puis, enfin, c'est un petit peu changé, c'est-à-dire que auparavant, les pays occidentaux, en allant en Chine, essayaient parfois de caser une petite remarque en disant, oui, enfin bon, l'état des droits de l'homme dans le pays, c'est pas génial. Et la Chine disait oui, mais bon, on fait un effort. Maintenant, la Chine dit, ça vous regarde pas. Regardez notre modèle comme il est efficace. On a sorti des milliers de personnes de la pauvreté. C'est que notre modèle est efficace et vous n'avez pas le droit de nous juger. J'ai une petite question, moi. Peut-être piège. Est-ce qu'on peut considérer que la Chine est un État dictatorial, totalitaire ou pas ? Alors, on peut dire autoritaire. C'est un peu compliqué de qualifier la Chine, disons qu'il n'y a pas... La Chine, oui, c'est un pays autoritaire, avec tout ce que cela peut impliquer. C'est dictature. Je ne pense pas qu'on peut aller jusque-là, mais c'est vrai que ce sont des termes qu'il est compliqué de définir, surtout que la Chine est encore... Oui, mais un pays, à partir du moment qui contrôle tout, que la population, finalement, la liberté est assez restreinte, est-ce qu'on va, par exemple, en prison pour un délit d'opinion, là-bas en Chine ? Alors, pour un délit d'opinion publique, oui. La prison est possible. Donc quand même, on se rapproche. Donc voilà, on se rapproche, oui, c'est un régime qui contrôle. Totalitaire. On peut dire totalitaire. Ouais. D'accord, c'est le terme adéquat. C'est compliqué parce que dans le totalitarisme, alors effectivement il y a l'organisation à travers un parti unique, mais il y a quelque chose aussi dans le culte. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a il y a un retour du culte de la personnalité avec la personne de Xi Jinping qu'on n'avait pas vu avec les présidents précédents. C'est là où oui, on se tourne de plus en plus vers un régime extrêmement qui contrôle extrêmement sa population et toute son idéologie. Bon, Christophe, tu couperas ça à la bande son parce que sinon elle pourra pas aller en Chine. Voilà. Ah, malheureusement, ça y est, c'est enregistré. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Rapidement, si Hélène, en tout cas, est courte. Moi, je voulais parler Trump. Parlons Trump. Alors oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si Hillary Clinton avait été élue. Alors, pour les Chinois, Hillary Clinton, ce n'était pas vraiment le bon choix parce que Hillary Clinton avait une politique internationale très établie et la Chine, ça lui plaisait moyennement. Interventionniste. L'interventionnisme américain 2.0. Donc il préférait Trump. Finalement, Trump était la moins mauvaise solution, oui. Bon. Allez, dans un instant, un libertad en mandarin. Oui, je vous assure, avec Hélène, qui d'ailleurs, signalons-le, parle aussi un peu l'arabe. T'as vécu un petit peu au Liban ? Oui, alors quelques mois au Liban, c'était trop court malheureusement, mais bon. Dans un instant, je sais que notre ami Sofiane Nagdari, lui brûle l'envie de poser une question. Vous pourrez donc nous appeler, pas seulement pour nous parler de la Chine, puisque c'est Libertad. Je sais pas si ça existe en Chine, je ne crois pas. La possibilité à ce que les auditeurs nous appellent sans filtrage, sans savoir qui ils sont, ni savoir ce qu'ils vont nous dire. Ils peuvent le faire en toute liberté. Je pense que là, on pourra pas le faire en Chine, ce genre de truc, non ? Ah non, sans contrôle, non. Avec impossible. Contrôle, oui, c'est possible. Vous pouvez parler librement avec. Non, mais il y a pas de contrôle. C'est Libertad sur le téléphone. Bienvenue à bord sur France Maghreb 2. À tout de suite, sur votre radio, dans le LGF spécial jusque 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et cette édition spéciale consacrée à la Chine touche bientôt à sa fin et j'allais dire on peut même presque terminer par un exercice qui serait quasi impossible en Chine, à savoir donc le Libertad sur France Maghreb 2 avec donc Hélène Masquelier qui est journaliste. Mais Hélène, j'ai un petit exercice à te proposer en appelant les auditeurs évidemment à nous appeler maintenant 01 40 33 9000 01 40 33 9000 et aussi le 08 92 23 99 50 étoiles choix numéro 1 pour ceux qui veulent passer donc dans cette émission, dans cet espace de liberté. Est-ce que tu peux nous faire 2 phrases en mandarin ?
Alors écoutez bien, messieurs dames, attention. Alors attention, qu'est-ce que je peux dire? Ah bah je sais pas, moi, parle-nous de toi. Enfin, de toute façon, on peut pas comprendre. Cet été, donc je vas-y, pars en balance-toi. Chine. Ouais, vends-nous du rêve. Ah bah alors attention, j'ai la pression. Je sais pas, non, je vais vous proposer de nous appeler pour Ah bah parler vas-y. avec Alors nous. demande aux auditeurs de nous appeler en mandarin. Vas-y. 你们都可以给我们打电话. Ça vous va? Oh, c'est trop Ah bah, rapide. Non, c'est c'est même trop pas rapide. rapide, Ah oui, attends, bah, attendez, vous voulez Bah, qu'on- récite-nous un poème ou... Non, fais-nous 2 phrases quand même. Attention, bah je sais pas. 我们可以在一起养活中国. C'est très rapide, hein, le Chine. C'est Ah ouais. qu'ils ont Oh là peu de là. mots pour dire plein de Là, concepts. j'ai rien compris. D'accord, c'est intéressant. France T'as vu Maghreb les 2. tonalités? Ouais, c'est impressionnant. C'est la voix, elle change en plus, c'est Ouais. tout. Ah bah Bon. oui, bah. Allô, bonsoir, qui est là? Allô Oui, bonsoir madame, quel est votre prénom? Oui, Najette de Paris. Bonsoir Najette, on Bonsoir. vous écoute, chère Najette. Ah oui, en fait, moi je sais pourquoi les Algériens se marient avec les Chinois. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont les cheveux raides. Parce qu'ils ont les cheveux raides. Oui. Ah d'accord, bon, c'est une blague, c'est une blague. Ah, super. mais moi j'étais en train de réfléchir. Le C'est Macron, vrai. là, de ces lags dans le Jurassic Blade. Oui, Vous exact, vous exact, rappelez de la séquence oui, c'est absolument, Des bravo. cheveux, etc., qui sont épais, et puis on essaye de... Effectivement, Ah. bien joué Najette, bien joué On a mieux Najette. compris. Ouais. Faire des beaux enfants. Voilà, de beaux enfants, absolument. Merci beaucoup Najette. Au Pour revoir. la petite blague, merci beaucoup, c'est sympa. 01 40 33 9000. Ouais, elle a fait référence en fait à un sketch de Fellag, l'humoriste algérien. D'accord. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant. Bonsoir, qui est là? Bonsoir, c'est Youssef de Drancy. Qu'est-ce qu'il y a, Youssef? T'as vu le président Trump, il veut envoyer l'armée avec la frontière mexicaine. Oui. Ouais, il a plein de délires comme ça, lui. Je suis d'accord avec lui. Nous, on devrait faire la même chose avec la frontière franco-italienne pour éviter que les migrants passent. Oh, Pour éviter quoi? J'ai pas compris. que les migrants passent. Que les migrants passent. Mais tu sais, tu pourras pas les arrêter, hein, parce que les migrants aujourd'hui ils passent par la montagne. Je les ai vus de mes propres yeux, Ah, mais faut pieds les- nus faut dans les la éviter neige. qu'ils passent, hein. Ils passent les montagnes. Tu pourras mettre n'importe quelle armée. Ces mecs-là, ils fuient la guerre. Tu pourras pas les arrêter. C'est des migrants économiques, arrête un peu. Non, il y a pas de migrants économiques qui passent la frontière à Vintigny. Il y a pas de migrants économiques. Tu mens, ça c'est de la propagande, arrête un peu. Mais je mens de quoi? Moi j'ai travaillé dans les réseaux humanitaires, je les ai vus de mes propres yeux, arriver pieds nus, passer la frontière à pied. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu y es déjà allé toi? Il provoque, Y a pas Youssef, de c'est guerre sa en Afrique. spécialité. Ah bon, il y a pas de guerre, super. Merci Youssef. Je félicite le président Trump. Hein. Ok, merci beaucoup. Ok, c'est fait. Voilà, tu pourras lui envoyer un tweet, il communique beaucoup Non mais par Twitter. j'hallucine quoi, on est vraiment en train de parler d'être humain quoi. Ouais, non, mais je sais, mais Et c'est le un mec il a provocateur. jamais mis les pieds à Vintigny, il sort de Drancy mon gars. Hein. Oui, c'est ça. 01 40 33 9000. Une autre 01 40 33 9000 dans Libertad. Non mais ça, c'est un habitué, il provoque souvent. Ouais. Voilà. Mais Ouais, le j'ai mieux vu c'est ça. de pas tomber là-dedans. Bon. Allô, bonsoir. Allô. Ah, le chat s'est transformé en cheval. Ouais, voilà. Ah bah oui, pour faire référence au cheval de Macron. Ah bah voilà, Macolongue. Bien joué auditeur. C'est bravo. J'avoue, elle est très bien. Allez, un petit dernier. Allô, bonsoir. D'accord. Ok, voilà. Ok, ça. bon. Non, mais c'est bien, ça les amuse, hein, en même temps. Quel Vous voyez, dommage. ce genre d'exercice, c'est sur France Maghreb 2, c'est Libertad, évidemment. Si quelqu'un d'intelligent, c'est maintenant qu'il faut appeler là. Pour la dernière fois, en tout cas pour ce soir, 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, c'est Ali. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, cher monsieur. Ça va, merci. Voilà, en fait, ces migrants, j'aimerais bien les ramener là où il habite Sarkozy. À Neuilly? Je sais pas s'il habite toujours à Neuilly. Ou d'autres apparts, il n'a pas qu'à Neuilly. Hein. Ah bah Ouais, il y a des absolument. bureaux vides partout dans Paris. Voilà, Ici, il l'île de les Ré, il y a ramène la là où place. il habite. Et même les vacances, là où il passe les vacances, il le ramène chez Sur la dune du Pilat. Ah, la dune ouais, du Pilat, la c'est dune très du joli. Pilat, C'est très c'est joli. sympa. Arcachon, absolument. Voilà. Merci, Et- monsieur. et Oui. bonne soirée, allez, au revoir. Au revoir, à Bonne bientôt. soirée. Allez, un petit dernier par ici, je sais pas qui est là. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Ah, Sofiane Lactari, Ah, bonsoir t'as Sofiane. presque failli ne pas Bonsoir. pouvoir intervenir. Vas-y, rapidement, Sofiane. Non, mais moi je voulais juste que vous mettiez un peu plus de lumière sur la route de la soie. La journaliste, elle a oublié, voilà. Ah, la route de Ouais, la soie. Hélène. Hélène, elle a pas oublié, hein. C'est juste moi qui lui ai demandé d'être synthétique. Voilà, Terrible. synthétique en même temps, voilà le trajet qui va être changé. On sait que le trajet initial devait passer par la Syrie, par le nord, par l'Ukraine, et on a vu les événements. Et dernièrement, Xi Jinping, ils ont changé le trajet, il devrait passer par la Turquie et la Biélorussie. Ah, intéressant. Exactement. Ouais. Hélène, tu Ouais. confirmes? La Non, Turquie et je la confirme. Biélorussie, et espérons qu'ils ne subiront pas les mêmes événements qu'on a vus en Syrie et en Ukraine. Exactement.
Vous avez Et voilà, raison. c'était un projet qui date du 15e siècle et le responsable de ce projet dans le 15e siècle, c'était un amiral de confession musulmane, Wang Ho. Bon, et ben parfait. Voilà, mon ami. merci Sofiane, pour cette précision, Sofiane. Attends, bouge pas, Sofiane. C'était bien l'émission, dis-moi, parce qu'on a besoin de ton avis là. Ouais, très bien, très bien. Juste avec l'Algérie et la Chine, les investissements, la Chine elle est passée en première position par rapport à la France. Elle a détrôné la France dans les échanges avec l'Algérie. Alors ils sont en nette progression. Parmi les contrats qui viennent d'avoir la Chine, la construction d'un grand port dans la région de Chefchaouen, 3 milliards et demi. Dans la télécommunication, le premier satellite algérien vient d'être envoyé par une coopération avec la Chine. Pardon ? Je me suis mal exprimé en fait. Quand j'ai voulu parler des investissements, j'ai voulu parler de ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs à l'étranger. Mais à l'inverse, justement, j'ai dit qu'on était en augmentation dans les infrastructures et j'ai notamment parlé du BTP. Mais ça m'a beaucoup étonné. La réponse de Thierry Perrault m'a beaucoup étonné. Le fait qu'ils disent que justement il y a une perte de vitesse en Algérie par rapport au Maroc parce qu'on se rend pas du tout compte. Ah ben, tu sais, Sofiane, enfin, je sais que t'es de là-bas, hein. Je sais que c'est chez toi, mais Thierry Perrault, c'est un mec qui est sur le terrain depuis 15 ans. Les chiffres aussi, hein. Les chiffres, la Chine représente presque les échanges entre l'Algérie et la Chine. C'est entre l'Algérie et toute l'Union européenne. Alors si on parle de détournement, moi je viens de voir les chiffres de décembre 2017. C'est énorme. 20% au niveau des exportations de l'Algérie, c'est vers la Chine. Et les importations, c'est Et tu sais ce qu'on se fera, Sofiane? Et là, l'Algérie, juste, Damien, l'Algérie, elle a une loi qui malheureusement n'encourage pas les investissements. C'est la loi 51-49. C'est-à-dire que les investissements étrangers doivent avoir un coopérateur algérien et l'Algérien doit être majoritaire. Chose qui bloque énormément les investissements à l'encontre par rapport au Maroc où il y a une facilitation totale et au niveau des transferts des bénéfices. Chose de l'Algérie, la bureaucratie. Et avec ça, et la Chine, elle est en première position. Pour dire qu'il y a un potentiel énorme. Voilà, c'est aux responsables politiques algériens de revoir leur politique. Sofiane, est-ce qu'il faut maintenant qu'on ferme la boutique? Merci en tout cas. Et merci à vous. Et merci pour tout, Sofiane. Merci pour les précisions. Merci Sofiane. Merci beaucoup Hélène, Masquelier, journaliste. Elle a vécu en Chine. Elle y retourne bientôt pour le compte de l'AFP. On te souhaite en tout cas bonne chance et merci d'être venu en direct. Est-ce que tu peux nous dire au revoir en mandarin? Zaijian. Zaijian, c'est court aussi. Et comment on dit à bientôt? Et Roitienne. Alors, ma chère Hélène. Et rendez-vous demain. À demain, à ce moment-là. Non, en mandarin. Ah, en mandarin, Ming Tian Tian. Ming Tian Tian pour le grand forum demain sur France Maghreb 2, 16h avec monsieur Tariq Mami et monsieur Enver Dos Santos. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2, 18h03. Medjahed. Il va pas parler, évidemment, en mandarin, l'ami Medjahed, mais bel et bien en français sur France Maghreb 2, 18h03, le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir, Marine. Bonsoir à tous. L'ancien patron de Radio France, Mathieu Gallet, a déposé un recours vendredi devant le Conseil d'État pour contester son éviction décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel fin janvier. En visite dans le Nord, à Roubaix, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé 10 000 formations au métier du numérique d'ici à fin 2019. Les bénéficiaires seront à 80% des personnes ne disposant pas du bac. 4 jeunes hommes d'une vingtaine d'années et un mineur ont été déférés aujourd'hui en vue de leur mise en examen pour viol en réunion d'une adolescente de 16 ans. Le parquet de Douai a requis leur placement en détention provisoire. Les faits se sont produits le 7 mars au soir. Une connaissance a emmené la jeune fille dans cette chambre d'hôtel de Cuincy, dans le Nord, où il y avait de l'alcool et des stupéfiants. La victime n'était pas en état de consentir ou de ne pas consentir. Cela fait partie des circonstances du viol. Alertés, les pompiers et la police sont arrivés sur place peu de temps après les faits. L'adolescente a été hospitalisée, elle a porté plainte. Submergée par la demande à l'heure de la grève à la SNCF, Blablacar va proposer des trajets en autocar. La start-up française proposera des trajets aller-retour en autocar sur 3 axes les plus prisés. Paris-Lille dès demain, Paris-Rouen à partir de lundi et enfin Paris-Rennes à partir du vendredi 13 avril. Jean-Vincent Placé, l'ex-secrétaire d'État, a été placé en garde à vue. Il a été interpellé cette nuit à Paris. Il était ivre. Il est soupçonné d'avoir importuné des femmes dans un bar du quartier latin.
Orange rappelle un téléphone émettant trop d'ondes. 90 000 clients sont concernés. Le modèle Happy 30, fabriqué par une société française, exposerait ses utilisateurs à un surplus d'ondes électromagnétiques. Et puis, le Festival de Cannes, et c'est l'humoriste, acteur et réalisateur Édouard Baird qui sera le maître de cérémonie de la 71e édition du Festival de Cannes. Ce dernier l'avait déjà été lors des éditions de 2008 et de 2009. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb